Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est avec un grand plaisir qu'on se réunit aujourd'hui pour la soutenance de doctorat de Madame Semach Sourida, intitulée de la thèse Comportement de mortier de béton armé géopolymère à base de matériaux locaux, encadrée par le docteur Boutelja. Donc, le jury sera composé par professeur Youssouf Youssef de l'école polytechnique d'Alger. J'oublie de dire que la thèse est co-encadrée par professeur Ziad Soufiane de l'université Clermont-Auvergne France. Les deux examinateurs à ma gauche, professeur Belachi Mouloud, Université 8045, et professeur Benoît Abdelhalim, Université 8045. Et bien sûr, professeur Youssouf Youssef de l'école Polytech d'Alger. Le jury sera présidé par moi-même, professeur Naf Azardine de l'Université de Calma 8045. Donc voilà. Madame Semach, vous avez entre 30 et 40 minutes pour exposer votre travail. À vous la parole. Merci, monsieur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je tiens à remercier les membres du jury pour leur présence et pour avoir accepté de valider mon travail. Un grand merci à mon directeur de thèse, professeur Faith Boutelja, et mon co-directeur de thèse, professeur Sofiane Amzian, pour leurs conseils et leur encadrement tout au long de ces années de recherche. Le travail que je vais présenter aujourd'hui s'intitule « Le comportement de mortier et béton armé géopolymère à base de matériaux locaux ». Je vais présenter mon travail en 5 étapes: contexte et problématique, ensuite objectif et démarche, puis optimisation de la formulation géopolymère, après cela un comportement du terrain en béton armé géopolymère, et enfin une conclusion perspective. Je commence donc par contexte et problématique. De nos jours, le béton est un matériau largement employé dans le secteur du bâtiment. Il est constitué généralement d'un ciment portland en tant qu'un liant principal, cependant que la fabrication de ciment portland consomme beaucoup de ressources naturelles et d'énergie. Elle s'accompagne d'importantes émissions de carbone, qui est l'un des gaz responsables de l'effet de serre et de réchauffement climatique. La fabrication d'un tonne de ciment portland génère entre 0,7 et 0,8 tonnes de carbone et consommant près de 4700 mégajoules d'énergie. Pour limiter ces inconvénients, de nouveaux liants appelés géopolymères présentant un impact environnemental moindre et offrant de meilleures performances techniques et durabilité se sont développés dans le but de réduire l'utilisation de ciment portland conventionnels. Les propriétés des géopolymères dépendent des caractéristiques chimiques et physiques des matières primaires, des activateurs alcalins et des conditions de durcissement. Les matières primaires utilisées dans la fabrication des géopolymères sont de nature différente et contiennent une variété de compositions minérales. Par conséquent, il est difficile d'avoir des caractéristiques constantes de ces matériaux, ce qui conduit à des changements de leur propriété d'une formulation à une autre. Les géopolymères ont été développés au début des années de 1970 par Joseph David Ovid en réponse aux dangereux de plastique inflammable révélés par plusieurs incendies en France. Les premières applications dans le secteur des bâtiments ont été développées entre 1973 et 1976 sous forme de panneaux unifugés à base de géopolymère. Le premier ciment géopolymère performant a été développé en 1983 en combinant le ciment portant des liquides de haute fourneau. Le liant géopolymère est un liant minéral de 3e génération qui il est obtenu par l'activation des matériaux aminosilicates tels que les cendres valentes, les argiles calcinées, les liquides de haute fourneau, les métaux kauna, les déchets de verre, etc. à l'aide d'une solution alcalane de silicate ou de hydroxyde de sodium qui a durci à une température ambiante ou légèrement élevée. Ce processus de formulation appelé la géopolymérisation est un processus chimique en plusieurs étapes: isolation, gélification, réorganisation et puis polymérisation et durcissement. Trois facteurs clés qui ont influencé les propriétés du géopolymère, on peut citer la concentration de l'activateur alcalin, le rapport solide-liquide et les conditions de durcissement.
Les avantages et les inconvénients des géopolymères. Le géopolymère présente des avantages, en commençant par un impact environnemental moindre, une diminution de 80% de CO2 par rapport au ciment Portland, une consommation d'énergie moindre que le ciment Portland, surtout on utilise de l'ETA, une bonne résistance au feu, des excellentes résistances aux attaques chimiques, une grande durabilité des matières, une disponibilité des matériaux primaires. Mais comme tous les matériaux, le géopolymère présente aussi des inconvénients. On peut citer le coût élevé, les conditions spécifiques de cure requise, suivant une température élevée ou avec une humidité contrôlée. Une prise rapide de béton frais qui est limitée, la maniabilité surchantée, une formulation plus complexe que celle de béton classique. La mise en œuvre est difficile dans certaines conditions, notamment avec le sonde valente comme une source d'aluminosilicate. Les applications à l'échelle réelle, en 1989, un immeuble résidentiel de 20 étages a été édifié en russe, en béton géopolymère, à base de l'ETA, sans aucune utilisation de ciment Portland. En 1980 aussi, Lonstar Industries a construit les pistes des bases aériennes en utilisant le ciment purement, un mélange innovant de géopolymère et de ciment Portland. Aussi en 2013, en Australie, l'entreprise Monray a construit un bâtiment à l'université de Queensland en utilisant des poutres préfabriquées en géopolymère à base de l'ETA et de sondes valentes. D'après la littérature, la majorité des chercheurs sont focalisés leur étude sur les géopolymères à base de sondes valentes comme une matière primaire aluminosilicate. On voit que la combinaison entre le métakauna et l'ETA est explorée que de 2% dans les travaux. Le schéma à droite représente quelques travaux sur le géopolymère à base de métakauna et de l'ETA. Ce tableau montre plusieurs travaux de recherche sur le comportement mécanique de béton géopolymère. On voit qu'il y a plusieurs formulations qu'ils ont formulées avec différentes matières primaires, l'ETA, le fourneau, le sonde valente, l'argile, le silicium, le zyoté, le métakauna, avec différents modes de ressuscement. En observant qu'ils ont trouvé différents résultats pour la compression, ils ont allé de 19% jusqu'à 122 mégapascales, 19% jusqu'à 122 mégapascales, ce qui confirmait l'effet de la nature des matières primaires sur la résistance et sur le comportement mécanique. Par ailleurs, le béton géopolymère présente un stockage de l'énergie thermique et une diffusivité thermique plus élevée, une capacité à fonctionner de régime à température élevée à 600 jusqu'à 700 degrés Celsius. Par contre, que le béton à haute performance, elle allait jusqu'à 350 degrés Celsius. Il y a une autre étude qui montre que le béton géopolymère présente un coût de fabrication plus faible que le béton Portland ordinaire. Le coût de production globale a été réduit d'environ de 20%. Et aussi que l'empreinte de carbone du béton géopolymère était inférieure d'environ de 9% à celle du béton ordinaire en ciment Portland. En passant au comportement à la fissuration de terreau en béton armé, soumise à l'attraction, est un phénomène complexe résultant d'une interaction entre l'acier et le béton. L'adhérence entre ces matériaux assurait le transfert des efforts et influençait directement à l'apparition, la répartition et l'ouverture de fissures. Cette adhérence dépend notamment de la rugosité des barres d'armature et de la composition des bétons. Le comportement d'une poutre en béton armé soumise à une traction pure appelle un terrain et décrit par la relation contrainte-déformation qui est obtenue lors de l'essai de fissuration. Pour le comportement expérimental du terrain, la traction a été divisée en trois grandes phases. Pour la première phase, le terrain est présenté un comportement élastique linéaire sans aucune fissuration, où le béton et l'acier travaillent ensemble pour supporter la charge. Pour la deuxième phase a été commencée avec l'apparition de la première fissure. L'effort axial a été transféré au béton par l'adhérence acier-béton, ce qui entraîne la formulation de nouvelles fissures avec l'augmentation de la charge. La phase se termine lorsque le nombre de fissures se stabilisait. La dernière phase, les fissures principalement se stabilisant et s'élargissant avec l'effort tendu que le terrain adapte un comportement d'élastique fissuré.
La problématique de mon travail peut se diviser, ma problématique peut se résumer en quelques interrogations. La première question concerne la possibilité de réaliser et élaborer des rayons géopolymères performants et durables à base de matériaux locaux disponibles en Algérie, tels que les tuyaux de fourneau et les métakaolins. On intéresse aussi à le comportement de fissuration du béton armé géopolymère. Est-ce qu'il est similaire au béton armé ordinaire ou non? Et est-ce que ces normes existantes de béton armé peuvent être appliquées aux matériaux géopolymères? En passant, pour apporter des réponses à ces questions, nous avons défini les objectifs suivants. Optimiser la formulation des mortiers géopolymères à base des matériaux locaux pour donner les meilleures performances mécaniques et durabilité. En plus, étudier le comportement à la fissuration des terreaux en béton armé formulé avec ce géopolymère et le comparer avec celui de béton armé ordinaire afin de comprendre si les normes béton armé sont applicables au béton géopolymère. Notre travail est divisé en deux grandes parties. La première partie était concernant le mortier. Dans cette partie, on a fait une optimisation de la formulation du géopolymère. On a varié les proportions des matériaux aminosilicates et les rapports molaires. On a fait une caractérisation à l'état frais et durci. Et on a comparé avec des résultats avec une mortier portant à base de ciment. On a fait aussi une évaluation de la durabilité de la formulation optimale face à l'acide sulfurique. On a fait 3 concentrations d'acide, 1, 3 et 5%. Pour la deuxième phase, on a fait une étude sur le béton, on a fait une caractérisation du béton géopolymère et ordinaire, on a fait une évaluation du comportement de fissuration du terrain en béton armé et ordinaire et géopolymère, on a fait l'essai de traction. Je commence donc par la première partie. Les matériaux utilisés dans la première partie, on a utilisé un ciment Portland, type CM2A pour la formulation du mortier. Un liquide de haute fourneau fourni par l'unité métallique Al-Hajjar, situé dans la ville d'Annaba, a été séché à 105 pendant 24 heures, puis a été broyé pour obtenir une finesse d'environ de 5388 cm² par gramme. On a aussi utilisé un métakaolin, qui a été obtenu par la calcination de l'argile de Jbel de Verre, de la qualité des terroirs provient de la wilaya de Galma. L'été a été séché à 105, puis a été broyé et tamisé à 80 micros. Ensuite, a été calciné à 750 pendant 5 heures. Sa finesse a été d'environ de 5521. Un sable de solution naturelle avec une granulométrie conformément au sable standard. Une solution de silicate de sodium commercialisée avec un rapport molaire de 2,06. Un hydroxyde de sodium et une solution d'acide sulfurique. Les deux mortiers ont été élaborés conformément à la norme européenne 196. Dans le cas de mortier géopolymère, on a fait un remplacement total de ciment Portland par un ion qui compose de métakaolin, de l'éthylide, de solution de silicate et de NaOH. Les mélanges de mortier géopolymère sont composés de 50% des matériaux aminosilicates, de métakaolin et de l'éthylide. Avec un rapport solide liquide de 0,5 constant, nous avons varié deux paramètres. La proportion de matériaux aminosilicates et la solution alcalin, on a testé 3 combinaisons. On a fait 70% matériaux aminosilicates, 30% solution alcalin, 75% matière aminosilicates, 25% solution alcalin. Et enfin, à la fin, on a fait 80 matériaux aminosilicates et 20% de solution alcalin. Pour chaque formulation, on a fait varier le rapport molaire de 1,2 jusqu'à 1,2. Les éprouvettes sont été moulées et conservées à la température ambiante jusqu'au jour de l'essai. Le choix de ces paramètres a été basé à la recherche et les travaux de David Ovitt. Pour les essais à l'état frais, on a fait l'essai de la maniabilité, l'essai de temps de prise. À l'état durci, on a fait la porosité accessible à l'eau, les essais mécaniques compression et flexion, le module de l'élasticité dynamique. Les essais durcis ont été faits sur des éprouvettes prismatiques de 4,16 cm. Pour la durabilité, on a fait l'essai de stabilité à l'efflorescence, la résistance à l'acide sulfurique à différentes concentrations. On a fait aussi l'essai de la perte d'alcalinité, on a basé sur la méthode de phénophtaline. Les essais sont faits sur des éprouvettes cubiques de 5 cm. En passant donc à les résultats. Pour la maniabilité, nous avons trouvé que l'augmentation de rapport molaire et la proportion des matériaux aminosilicates a été augmentée.
la viscosité et réduit la fluidité et ralente l'écoulement en raison d'une grande absorption d'eau par les matières aluminosilicates. En comparaison, on a trouvé que le mortier Portland montre une viscosité plus forte que celle du mortier géopolymère avec un écoulement de 25 secondes. Pour le temps de prise, on a trouvé que l'augmentation des matières aluminosilicates de 70% à 80% et la diminution de la solution alcaline a accéléré le temps de prise. Et c'est que le rapport molaire le plus élevé rendait aussi la prise plus rapide car la réaction chimique s'est accélérée grâce à une plus forte concentration en solution en aluminium. En comparaison, le mortier Portland a présenté des temps de prise environ 2 fois plus longs que celle du mortier géopolymère. Pour la porosité, nous avons trouvé que l'augmentation de la proportion des matériaux aluminosilicates a été augmentée légèrement la porosité et que la porosité était restée stable entre le rapport 1 et 2 et 2, donc aucun effet de rapport molaire sur la porosité. Aussi que le mortier Portland est plus poreux à 20%, alors que les mortiers géopolymères sont plus compactés à 17 et 18%. Pour l'efflorescence, l'efflorescence a été important avec 80% des matières aluminosilicates à cause d'une porosité la plus élevée qui favorisait la migration des ions. À l'inverse, que le rapport molaire le plus élevé réduit l'efflorescence. La formulation avec 75% des matières aluminosilicates présente plus d'efflorescence grâce à une matrice plus stable et mieux structurée. Pour les résistances mécaniques, nous avons trouvé que les meilleures résistances mécaniques sont obtenues à 70 et 75% des matières aluminosilicates. Après 28 jours, les résistances ont été mesurées. On a trouvé aussi que l'augmentation du rapport molaire à 1, 2 et 2 a été améliorée les résistances grâce à une meilleure isolation des matériaux aluminosilicates et une géopolymérisation plus efficace. Pour la caractérisation microstructurale, nous avons choisi le mortier géopolymère de formulation 9. Le mortier a été présenté une structure homogène et une bonne cohésion, indique une matrice globalement bien formée. Dans cette partie, nous avons testé 15 formulations. Le mélange MG8, 9 et 10, de 75% de matériaux aluminosilicates et 27% de solutions alcalines, les rapports molaires de 1,6, 1,8, 2 respectivement ont donné de meilleurs résultats en termes de bonne maniabilité, des temps de prise, de porosité et de bonne résistance mécanique et de la stabilité à l'efflorescence. Le mélange MG9 a été choisi comme une formulation optimale car il offre des meilleurs comprimés entre la maniabilité, la résistance et la durabilité, alors que le mortier 8 est moins résistant et le 10 moins maniable avec un temps de prise plus rapide. Nous avons choisi la formulation optimale pour les tests de durabilité. Nous avons trouvé que la variation de masse a été augmentée avec le temps d'exposition et la concentration en acide. On a fait un temps d'exposition en 28 jours. Chaque 14 jours, on a mesuré les échantillons, les éprouvettes. À 1% d'acide sulfurique, nous remarquons un gain de masse pour les deux mortiers, mais pour le mortier Portland optimal, il a absorbé moins d'acide à cause de sa porosité la plus fermée par rapport au mortier Portland. À 3% d'acide sulfurique, nous avons trouvé une perte de masse modérée pour les deux mortiers. Mais à 5% aussi, on a trouvé que la perte a été augmentée, était plus importante, mais avec une dégradation qui est plus avancée, mais comparable pour les deux. Pour la résistance à la compression, nous remarquons une diminution progressive de la résistance à la compression des deux mortiers avec l'augmentation de la concentration d'acide sulfurique à 1 et à 3% d'acide. Les deux mortiers présentant une diminution de résistance similaire à 5% d'acide. La formulation optimale résiste mieux avec 39% de perte que le mortier Portland grâce à la faible porosité limitant la pénétration d'acide. Pour la perte d'alcalinité, nous avons trouvé que le mortier géopolymère a perdu 64% de son alcalinité après une exposition à l'acide sulfurique, contre seulement de 16% pour le mortier Portland. Cela a été expliqué par que le ciment Portland a formé une couche protecteur grâce au calcium, ce qui remonte la perte. En passant à le comportement du torrent en béton armé géopolymère, la deuxième partie de notre travail. Les matériaux utilisés dans cette partie, nous avons utilisé un ciment Portland pour la formulation du béton.
On a utilisé aussi un liant géopolymère qui comprenait du métakauna, du liquide de solution de NaOH, de la formulation optimale qu'on a trouvée dans la première partie. Pour la formulation de béton géopolymère, un autre de gâchage, on a utilisé 3 types de granulats. On a combiné entre un sable de dune naturel de 0,5, un gravé moyen 5,15 et un gravé grossé 10,25. On a utilisé pour les terrains, on a utilisé des barres d'armature de Fi12 et Fi14. Pour la formulation, le béton ordinaire a été formulé sur la norme européenne 206 pour une classe d'exposition XC4 et une classe de résistance C3037. Le béton géopolymère qui reposait sur le même principe du béton ordinaire. Dans cette formulation, on a substitué la pâte de béton ordinaire par une pâte de géopolymère qui contient du métakauna, de l'étayé, de solution de NaOH et de l'eau ajoutée. Les éprouvettes ont été coulées à une température ambiante et a été durcie à une température ambiante aussi jusqu'au jour de l'essai. Nous avons utilisé 2 éprouvettes 10 et 15. Pour les essais, pour le béton, on a fait les essais à l'état près, on a fait l'affaissement l'air au clé. Pour l'état durci, on a fait les essais de résistance mécanique sur des éprouvettes cubiques 10-15. On a fait les essais de compression et de traction par fendage. Pour le béton armé, on a fait un essai de traction sur des terrains en béton armé de 7728. On a utilisé 2 types de diamètre Fi12 et Fi14. L'essai a été réalisé sur une machine de traction sous déformation imposée et suivie par une caméra de haute résolution, a permis d'enregistrer des images de terrain avant et au cours de l'application de contraintes. L'essai a été réalisé à l'Institut Pascal en France. On a fait des éprouvettes avec des barres d'armature centrées au centre de la barre pour un essai de traction. Avant l'essai, on a fait des mouchetés là à la surface d'échantillon pour faire des calculs de l'ouverture de fissures à l'aide d'un logiciel MatchAID pour calculer la déformation et le déplacement. Passons au résultat. Je commence donc par le nombre de fissures pour chaque cas. Pour le premier cas, le cas de béton armé de Fi12, nous avons observé l'apparition d'une seule fissure au centre de l'épreuvette, se produit dans la zone où la résistance à la traction de béton minimale. Lorsque le béton atteint sa limite, atteint la contrainte limite, à une déformation relative de 0,18 pour 1000. Pour le même béton en Fi14, nous avons trouvé 2 fissurations qui apparaissaient simultanément avec un espacement moyen entre les ouvertures 92 mm. La première fissure a été appareillée à une contrainte de déformation, à une contrainte dans l'acier à 470 mégapascales qui correspondant à une déformation relative de 0,42 pour 1000. En passant à l'étirement réalisé avec un béton géopolymère pour le Fi12, nous observons la variation de 3 nous observons l'apparition de 3 fissures avec un différent espacement entre la première et la deuxième sur 56 mm, et entre la première et la troisième on a 49 mm. La première fissure a été appareillée à une contrainte de 93 mégapascales qui correspond à une déformation relative de 0,1 pour 1000. Pour le dernier cas, avec le béton géopolymère avec un Fi14, 2 fissures apparaissant simultanément avec un espacement moyen de 75 mm. La première fissure a été appareillée à une contrainte dans l'acier de 416 mégapascales qui correspondant à une déformation relative de 0,4 pour 1000. La multifissuration dans les terrains en béton armé géopolymère est liée à une bonne adhérence entre l'acier et le béton géopolymère permettant un transfert efficace des efforts. En passant à l'ouverture du fissure et les différentes phases de fissuration, pour chaque cas, on a destiné globalement 4 phases: initiation, propagation, stabilisation et rupture. Pour le premier cas, le cas de béton armé avec un Fi12, nous n'observons aucune fissuration lorsque la déformation relative inférieure de 0,2 pour 1000. À partir de 0,2 pour 1000, on observe une initiation de fissure. Ensuite, entre 0,2 jusqu'à 1,2 pour 1000, les fissures se propagent rapidement et progressivement
c'est la phase de la formulation de fissures. Au-delà, jusqu'à 1,6, on entra à une phase de stabilisation des fissures où les fissures restent presque constantes. Au-delà de 1,6, les fissures ont été augmentées fortement à cause de la plastification de l'acier, ce qui correspondant à la phase de fissuration. Pour les autres cas, on a observé les mêmes phases, mais celle que la déformation relative qui change. Afin de gagner du temps, je présente uniquement le premier cas. En passant à l'influence du pourcentage d'armature sur l'ouverture des fissures, pour les deux types de béton, on a trouvé que l'augmentation de 36% de la surface d'armature a été augmentée la contrainte dans l'acier et la déformation relative à l'apparition des fissures. Pour le béton armé ordinaire, on a trouvé un rapport de 36 pour la contrainte et de 43 pour la déformation. Et par contre, pour le béton géopolymère, on a vu que le rapport a été un peu important, à 4,5 pour la contrainte et 4 pour la déformation. L'ouverture des fissures a été plus importante lorsqu'on utilise des barres de Fi 12 que des barres de Fi 14, quel que soit le type de béton. Pour l'influence du type de béton sur l'espacement des fissures, le béton armé géopolymère présente une fissuration multiple avec un espacement moyen des fissures plus réduite que celle du béton armé ordinaire, grâce à une meilleure adhérence à ces bétons qui est favorisée par sa microstructurale, ce qui améliorait la répartition des contraintes. On voit que sur ce tableau, les différents espacements moyens des fissures. Enfin, en passant à la conclusion prospective. D'après notre travail, nous avons conclu que le lithium de haute fourneau et le méthacam locaux pouvaient être valorisés pour élaborer des liants géopolymères performants et durables, et que la formulation optimale a présenté des performances comparables à celles de mortier Portland. De plus, son comportement face à l'attaque d'acide sulfurique confirme qu'elle constitue une alternative viable et durable au mortier de ciment Portland. Pour la deuxième partie, on a conclu que le béton armé géopolymère présentait un comportement de fissuration similaire à celui du béton armé ordinaire, avec des schémas et des distributions de fissures comparables, ainsi que la succession des phases de fissuration, la répartition homogène des contraintes et une propagation régulière des fissures montrent une bonne adhérence entre l'acier et la matrice géopolymère, favorisée par sa structure dense et cohésive. C'est constaté que les normes existantes de béton armé ordinaire peuvent être appliquées au béton armé géopolymère. Comme perspective, on peut dire que dans le contenu de ce travail, il y a plusieurs pistes de recherche qui peuvent être envisagées. Un développement de nouvelles formulations de géopolymères pour leur utilisation dans d'autres applications telles que l'ajout des fibres naturelles ou artificielles pour fabriquer des mortiers géopolymères biosourcés pour l'utilisation comme une isolation thermique des bâtiments. Une étude aussi plus approfondie le problème complexe de la fissuration des structures en béton armé, notamment l'influence des effets différents de retrait et de flayage sur l'ouverture et l'évaluation de fissures, sur des charges ou des formations imposées à long terme. De plus, la fissuration des structures de grande épaisseur, ainsi que l'effet de différents diamètres d'armature restant approfondis afin d'élargir la compréhension du comportement des géopolymères armés. Merci pour votre attention. Merci, Madame Semmaj, pour votre exposé et pour avoir respecté le temps qui vous a été alloué. Et sans trop tarder, on va commencer pour débattre ton travail. Donc, sûrement, on va commencer par notre invité, professeur Sy Youssef. Vous êtes d'accord pour commencer, professeur? Je ne sais pas s'il m'entend. Je peux aller voir.
Donc je rappelle que cette soutenance est hybride, donc moitié présentielle et moitié à distance. Donc à deux... vous m'entendez ou pas? Le son est avec vous pouvez parler? Le son est avec votre microphone. Ouais. On n'entend rien hein, pour l'instant. coupé. C'est Youssef? Vous m'entendez ou pas? D'accord. Ok. Vous n'entendez rien hein? Ça marchait tout à l'heure. On vous entendait tout à l'heure. Je vais couper le... Moi, j'entends très bien. C'est bon? C'est Youssef? Youssef, tu entends? Ouais. Bah, c'est à toi. Hein. C'est à toi, c'est... En fait, on attendait des questions. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. À vous la parole. Super bien. D'accord. Bon, le son, il est très professionnalisé. Le son qui revient. Il y a un écho en retour, non? Ah, c'est le microphone. C'est bon? Normalement, Il faut couper les autres micros. C'est bon? Je peux? Oui. D'accord. Bon, j'espère que vous m'entendez. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, Madame Soumache, bonjour. Je suis content de participer à cette soutenance, même si c'est à distance. Et on fait avec ce qu'on a, entre les mains. Voilà. Bien, donc je reviens pour discuter du travail de Madame Soumache. Donc, même si je n'ai pas entendu grand-chose de votre exposé, le son était saccadé, bon, et il y avait un bruit infernal, mais sauf que j'ai visionné votre présentation, donc elle représente fidèlement ce que vous avez dans votre mémoire, en quelque sorte. Alors, ce que je peux dire par rapport à votre mémoire de thèse, donc je vais lire quelques paragraphes que j'ai mis dans le rapport d'expertise. Donc, par rapport à votre problématique, comme vous l'avez signalé en introduction dans votre thèse, c'était de répondre à deux points essentiels, à savoir l'optimisation de la formulation d'un tirant géopolymère composé de matériaux locaux, à savoir le laitier de haut fourneau, de l'Hadjar, et le métakaolin, produit à partir du kaolin de Jbelba. Ensuite, le deuxième point, c'était étudier le comportement à la fissuration des tirants en béton armé géopolymère. C'était les deux objectifs essentiels de votre thèse. Maintenant, par rapport à l'originalité de votre sujet, ben, ce que j'ai mis dans le rapport d'expertise, c'était ça, hein, bon, un petit paragraphe. Donc, le sujet que vous avez traité dans cette thèse, il revêt une importance à la fois scientifique et économique, hein, c'est clair. D'ailleurs, vous l'avez signalé dans votre mémoire et dans votre exposé. En effet, cette recherche constitue une contribution significative à la compréhension du comportement des mortiers et des bétons géopolymères élaborés, et ça c'est important, à partir de matériaux locaux, ce qui présente un intérêt particulier sur le plan économique, que ce soit national ou international. Le deuxième point, c'est l'intérêt aussi est de réduire les émissions de CO2 et mieux valoriser les déchets industriels, dans le présent cas, surtout ce qu'on a comme production au niveau de l'Hadjar, c'est les cendres volantes. Donc c'est une alternative plus durable, aussi non portante. Sauf que, par rapport à l'économie nationale, bon, je risque de me contredire. Bon, là, je dis que c'est quelque chose d'intéressant par rapport à l'environnement, par rapport à plein de choses, sauf que il se trouve qu'en Algérie, il y a quelques années, l'État algérien
cimenterie. En quelque sorte, ce matériau va concurrencer le ciment Portland produit en Algérie. Bon, vous allez me dire que c'est un complément, peut-être. Hein? Bon, mais en quelque sorte, avec ces deux paragraphes, bon, j'essaie de ne pas me contredire. Par rapport à la méthodologie aussi que vous avez suivie, votre mémoire, bon, c'est ce que j'ai mis dans le rapport aussi. Donc c'est un mémoire de 147 pages, composé d'une introduction générale, c'est un mémoire classique en quelque sorte, de 5 chapitres, d'une conclusion générale. L'objectif de chaque chapitre a été exposé de façon claire. Les chapitres suivent une méthodologie que vous avez tracée, que vous avez respectée aussi, restant fidèles à la problématique du sujet. C'est-à-dire les deux points que j'avais signalés tout à fait au départ. Par rapport aux résultats, donc en lisant la thèse, on a beaucoup de résultats. C'est une thèse expérimentale, c'est pas mal, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc on a beaucoup de résultats expérimentaux. Un investisseur, bon je vais dire, on va parler un petit peu économie en quelque sorte, un investisseur dans le domaine avec une idée d'application n'a qu'à se servir. C'est une bonne chose, d'où ma première question, elle est d'ordre général. Hein? Alors, c'est vrai que vous avez respecté les deux objectifs, c'est bien, mais ça reste à l'échelle théorique. Alors, je vous pose la question suivante. Dans quel objectif concret d'application en construction ce travail de recherche peut-il servir? Moi, je suis un ingénieur structure. D'accord? Je suis un ingénieur structure. Ce qui m'intéresse, c'est plus la structure que le matériau. Mais bon, c'est pas moins important. On a produit un matériau, c'est ce que vous avez fait, qu'on a testé en traction sur des tirants. Quelle sera son utilisation dans la construction? D'accord? Donc ça, c'est une première question à laquelle vous pourrez répondre tout à l'heure si vous voulez. Par rapport à la rédaction de la thèse, la structure est logique, elle est claire. Par contre, je vous conseille de faire une deuxième vérification, bien une deuxième lecture par rapport à l'orthographe. Hein. D'ailleurs, je pourrais mettre à votre disposition une copie de votre mémoire en format PDF, sur laquelle j'ai signalé quelques erreurs d'orthographe, des choses à corriger, et ainsi de suite. Et dans le mémoire que j'avais reçu, là, au niveau de votre exposé, il y avait des perspectives. Par contre, dans le mémoire, il n'y avait pas un paragraphe, spécialement conçu pour montrer quelques perspectives avec votre recherche. Ensuite, par rapport aux références scientifiques, les références scientifiques utilisées par l'auteur sont nombreuses. Bon, c'est ce que j'avais mis dans le rapport. En majorité, elles sont en relation directe avec la thématique. L'éventail de publications citées dans les références est bien étoffé. Bon, il y en a beaucoup d'ailleurs. Dont certaines récemment publiées. Ça, c'est important. Donc, nous attirons quand même votre attention sur l'utilisation de certaines sources telles que Wikipédia. Madame, Wikipédia, ce n'est pas une référence scientifique. C'est ouvert à tout le monde, n'importe qui peut écrire des choses à l'intérieur. Ça peut être juste comme ça peut être faux. Moi, je vous conseille de vous tenir aux publications issues de revues scientifiques de notoriété avérée. D'accord? Voilà, donc ça c'était au rapport de la thèse. Maintenant, comme je n'ai pas bien écouté votre exposé, je suis sûr que vous avez répondu à pas mal de questions que j'allais vous poser. Donc, en réalité, ce n'est pas des questions, c'est des remarques, et j'essaie de comprendre certaines choses que je n'ai pas compris au niveau du mémoire. Hein. Il faut savoir une chose, c'est que quand on arrive le jour de la soutenance, c'est que les rapports sont positifs. Vous voyez, donc la thèse est faite, peut-être qu'il y a des remarques, des petites corrections à faire, ainsi de suite. Voilà. Oui, bon, une petite remarque, peut-être que vous en avez parlé tout à l'heure. D'après votre manuscrit, vous avez effectué des essais en votre université et à Clermont-Ferrand.
ma question est la suivante. Comment vous avez fait pour les matériaux? Vous avez transporté les matériaux d'ici vers la France ou vous avez utilisé les matériaux français? Comment vous avez fait? On a préparé les chantiers ici en Algérie, le laboratoire de l'Université de Guelma. Après, on a fait transférer les éprouvettes en France. On a réalisé des îles là-bas. D'accord. Et donc c'était quand même assez lourd quand même pour transporter tout ça. D'accord. Là, c'est une remarque. Et un deuxième point. Dans le chapitre 2, il m'a attiré. Vous avez cité quelques lois de comportement, de béton, d'acier, ainsi de suite, en traction, en compression. Il est question aussi de fissuration, d'adhérence, c'est-à-dire des caractéristiques comme ça qui concernent le béton et les aciers. Ma question, est-ce que ça vous a servi? Parce que quand j'ai feuilleté le mémoire, je me suis dit, bon, arrivé à ce paragraphe, je me suis dit, bon, c'est des caractéristiques mécaniques qui vont servir à quelque chose. Par exemple, faire des simulations numériques sur ANSYS, parce que ce que vous avez présenté, c'est des lois de comportement. Donc c'est tout un chapitre, tout un paragraphe qui concerne les lois de comportement de l'acier, du béton. C'est juste du remplissage. J'aurais aimé que ça soit imité. Hein? Donc là, c'est une remarque. Ensuite, un troisième point. En page 89. Peut-être vous l'avez expliqué au niveau de votre exposé aussi. Hein? Page 89. Alors, ça concerne l'essai à la compression. L'essai à la compression. Je me rappelle, bon, je n'ai pas en face de moi votre manuscrit, mais je me rappelle que vous avez utilisé, je crois, des morceaux d'éprouvettes que vous avez testés en flexion, c'est ça? Oui, pour les mortiers. Hein? Et ça, c'est normalisé? Oui, c'est normalisé. Sur la norme européenne 196, c'est normalisé du fait de réaliser des traction et de flexion en fait. Après, Attendez que je finisse ma question. Attendez que je finisse ma question. Est-ce que c'est normalisé d'utiliser des morceaux de béton qui ont été déjà testés pour vérifier la compression? Oui, c'est normalisé, monsieur. Selon la norme européenne, c'est normalisé. La norme européenne, elle vous dit que vous fabriquez soit des éprouvettes cylindriques ou bien des éprouvettes cubiques. Vous les fabriquez spécialement pour l'essai, mais pas récupérer un béton qui a été déjà testé pour un test à la compression. Monsieur, on a fait l'essai là, c'est pour le mortier. C'est le mortier. On a travaillé sur le mortier. Sur le mortier, la norme, tu peux faire l'essai de flexion. Après, tu peux prendre la moitié et utiliser pour l'essai de compression. C'est logique. C'est logique, c'est comme ça. Sophia, je ne t'entends pas. En fait, elle dit c'est pour le mortier, pas pour le béton. Pour le mortier, on a le droit de le faire. Pour le béton, on n'a pas le droit de le faire. C'est les cubes et les cylindres. Pour le mortier, on a le droit de faire des prismes et avec la moitié. Mais deux moitiés, on peut faire des essais de compression. Mais c'est seulement pour les mortiers qu'on a le droit de faire ça. Moi, je me dis peut-être que ce sont des morceaux qui ont été déjà fissurés. Sur un essai de flexion 3 points, non. Il reste... après, je comprends ta question, hein, je la comprends, mais effectivement, on a le droit de le faire sur les mortiers. D'accord. D'accord. Alors, la figure Tawadis, vous avez en face de vous la figure Tawadis, moi je ne l'ai pas en face de moi. La figure Tawadis, toujours page 89. Hein. Ah oui, oui, c'est par rapport, il y a deux images avec deux presses différentes. Donc, vous avez fait le même test avec deux presses différentes, c'est ça? Deux machines différentes. Oui, deux machines différentes pour le mortier. Oui, page 89. Parce que l'image n'est pas claire, même au niveau de...
C'est pas le même. C'est la même machine, mais c'est pas le même. Le sens l'eau. Deuxième, la deuxième. Allez. Ah, il est parti, il va rentrer. Si, il est là. Ah, il est revenu. C'est bon. Il est pas là. C'est Youssef. C'est Youssef. Il faut lui parler pour contrôler lui. Il doit accepter. Son microphone il est coupé. Il a éteint son microphone. Il a eu un problème peut-être. Ah, il est revenu, c'est bon. Souhaïla, il vous a demandé, page 89, vous avez utilisé deux presses. Deux presses différentes. Voilà. Vous souhaitez revenir. Désolé. Il n'y a pas de souci. Donc vous avez utilisé deux presses différentes, expliquez-vous. On a utilisé la première presse pour faire l'essai de flexion 3 points. Après, on a réalisé l'essai, on apprend la charge. La moitié a été utilisée pour la deuxième presse, la presse de compression, pour mesurer la résistance à la compression. Non, mais ce sont posés, c'est pas des images que vous avez vues d'ailleurs. Les images ne sont pas claires. Pour faire la traction. C'est pas grave. Mais ils ont deux machines différentes. Pardon? Deux machines différentes. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Alors, vous avez fait les essais à la compression, la même chose, résistance à la traction par fondage, pour le béton géopolymère. Il m'intéresse le plus. Oui. Le béton géopolymère et le béton ordinaire. Vous avez fait une petite comparaison. Et par rapport à la résistance à la compression, vous avez une différence de 9,6%, quelque chose comme ça. Et vous avez obtenu une résistance plus élevée pour le géopolymère. Par contre, pour la résistance à la traction, par fondage toujours, là vous avez perdu 25% de la résistance. Parce que vous êtes passé de 2,5 à 3,42. Par contre, pour les modules dynamiques, je comprends, c'est le matériel que vous avez entre les mains, c'est ça, l'ultrason, c'est ça? Oui, ultrason. Parce qu'on aurait pu faire un essai pour avoir le module statique en quelque sorte. Donc, par contre, pour le module dynamique, l'ultrason, il montre une rigidité inférieure pour le béton géopolymère. C'est-à-dire que vous avez là des caractéristiques de votre béton par rapport à un béton ordinaire. Ma question est la suivante. À votre avis, ces résultats sont favorables ou pas à l'utilisation de ce béton géopolymère pour construire des structures porteuses? Parce que moi, je suis un structuriste. C'est-à-dire, c'est quoi votre avis avec ces résultats? C'est ça. Le plus important, c'est d'arriver à des conclusions. On a fait l'essai de module d'élasticité, c'est juste un titre comparatif pour voir le comportement. Par exemple, on peut trouver une bonne résistance à la compression, mais avec un matériau fragile, on ne trouve pas le même module. C'est pour ça qu'on a testé le module d'élasticité. Mais est-ce que ce béton géopolymère, demain, moi je peux l'utiliser pour construire un bâtiment? C'est ça ma question. Avec les résultats. Maintenant que vous êtes experte dans le domaine, c'est ça. C'est-à-dire je fais appel à votre expertise. À partir de mon résultat que j'ai trouvé, je peux dire qu'on peut faire une structure
avec un béton géopolymère, avec ce résultat-là, parce qu'on a trouvé de bonnes résistances mécaniques, comparables par rapport au béton ordinaire. On a trouvé aussi de bons comportements pour les durabilités, titre comparatif pour le béton ordinaire. Même pour la deuxième partie, la partie béton armé, c'est presque similaire. D'accord. Donc en fait, pour pouvoir l'utiliser pour construire, mesurer les résistances, ça ne suffit pas. Il faut passer à la durabilité aussi. Il faut penser à ça. Et là, dans vos résultats, ça a été positif par rapport à un béton ordinaire, c'est ça? C'est ça. Avec les essais que vous... avec une limite des essais que vous avez fait, bien sûr. Hein? Parce que vos résultats, ils sont bornés en quelque sorte. Hein? D'accord, d'accord. Oui, dans le chapitre 5, là c'est la dernière remarque, bon, sinon je vais monopoliser la parole. Au chapitre 5, en conclusion, oui, ça c'est, si vous avez, il vaut mieux avoir en face de vous votre mémoire. D'accord. Le premier paragraphe de la conclusion. D'accord? Je vais lire là ce que vous avez écrit. L'augmentation de 36% de la section d'armature entraîne une élévation de la contrainte et de la déformation de l'acier au moment de l'apparition de fissures. Là, je n'ai pas compris. La page 110. Chapitre 5. Je n'ai pas en face de moi le chapitre 5. Conclusion. Conclusion de... C'est ça, c'est ça. Ouais. Vous l'avez? Ouais. Le premier paragraphe. 36%. L'augmentation de 36% de section d'armature. J'explique. On a trouvé que l'augmentation de 36% de la section d'armature contraint une élévation de la contrainte et de la déformation de l'acier au moment de l'apparition de fissures. Nous, on a fait deux types de barres d'armature. On a fait F12 et F14. Lorsqu'on a utilisé le F12, on a trouvé des contraintes moins que le F. Au moment de l'apparition de fissures, moins que pour le F14. Ça, c'est dû à la section. Par exemple, on a augmenté la section, le pourcentage d'armature a été augmenté. Donc, on a augmenté la surface autour, surface de contact entre le béton et l'acier a été augmentée. Donc, c'est logiquement quand on augmente la surface, la contrainte a été augmentée. Quelle contrainte? À l'apparition de fissure, la déformation. On a deux paramètres. La contrainte à l'apparition de fissure, c'est la contrainte dans l'acier. Et on a aussi la déformation relative du deux au moment de l'apparition de fissure. Écoutez, peut-être que le paragraphe, bon, peut-être qu'il est mal écrit. Je vais vous dire quelque chose. Quand on veut limiter la fissuration dans le béton, on augmente la section d'acier. D'accord? Et quand on augmente la section d'acier avec un effort constant, le même effort bien sûr, ça veut dire que la contrainte dans les aciers diminue. C'est ça ce qu'on cherche. On essaie de diminuer la contrainte dans les aciers. Par conséquent, on diminue, comme résultat, on diminue aussi la déformation. Et quand on diminue la déformation, on diminue la fissuration. Là, ce que vous dites, c'est que lorsqu'on augmente la section d'armature, on a plus de contraintes à l'intérieur. C'est en réalité, c'est inversement proportionnel. À moins que je n'ai pas compris, je ne sais pas. À moins que j'ai mal compris. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans les tirs en béton armé. C'est ce qu'on fait pour limiter la fissuration. Vous avez fait un cours de béton armé en situation, comment on appelle ça, en fissuration permissible, il n'y a pas de problème, mais en fissuration préjudiciable ou très préjudiciable, on met plus d'acier. Lorsqu'on met plus d'acier avec un effort constant, la contrainte à l'intérieur des aciers, elle diminue, et par conséquent, sigma égale epsilon 2, le module, on va considérer qu'il est constant, mais chez Mouchke, la déformation, elle diminue. Si la déformation diminue, ça veut dire que la fissuration, elle diminue. Vous voyez? Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est mal écrit ou bien c'est moi qui ai mal compris votre explication? Je ne sais pas. Hein? Mais il y a quelque chose qui ne va pas.
l'augmentation de 36% de la section d'armature entraîne une élévation de la contrainte de la déformation et de l'acier. C'est l'inverse. Normalement, c'est l'inverse. Hein? Ça diminue. معليش On a fait l'essai, on a trouvé ces résultats. Non, non, c'est pas une question d'essai, non, non, attention. Moi, je fais appel à votre expertise, je fais appel à un docteur. Attention, ne me dites pas j'ai fait l'essai, donc c'est comme ça. Il y a des phénomènes physiques qu'on doit maîtriser quand même, attention. D'accord. Mais peut-être, je vous ai dit, peut-être que la phrase est mal écrite, ou bien je ne l'ai pas compris. Essayez de me convaincre. C'est tout, hein. D'accord. Et par rapport à la première question que j'avais posée, bon, c'est une question générale, qu'est-ce que j'avais dit, dans quel objectif concret d'application en construction ce travail de recherche peut-il servir? Parce que là, ce que vous avez fait dans votre thèse, essentiellement, moi je pourrais dire que c'est plus la caractérisation. Hein? Plus la caractérisation. Ce qui manque, c'est l'application de ce que vous avez fait, mais sur le terrain. Sur le terrain, on ne va pas faire des tirants, en quelque sorte. Les tirants, c'est au niveau des longues, il n'y a pas grand-chose. Mais sur le terrain, vous avez des murs en béton armé, des dalles, des poteaux, des poutres, vous voyez. Et j'aurais aimé entendre quelque chose par rapport à ça. Bon, si vous avez des réponses par rapport à ça, sinon, je ne sais pas si M. le Président arrive à m'entendre. Oui, je vous entends très bien, professeur. Allez. Je vous entends très très bien. Bon, je n'ai pas entendu. Je vous entends très très bien. Je pourrais peut-être revenir par la suite pour plus d'explications ou autre chose. Je vous remercie, hein. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est nous qui vous remercions, professeur. Merci beaucoup. Je vais l'appeler sur WhatsApp comme ça. Ok. Oui, on vous entend bien, professeur. Vous entendez? Vous nous entendez? On vous remercie beaucoup pour votre intervention. D'accord, ok. Si vous voulez intervenir par la suite, il n'y a aucun problème. Donc, vous êtes satisfait des réponses de doctorante ou vous voulez qu'elle vous réponde encore sur d'autres questions, comme vous voulez? En fait, Monsieur le Président, aujourd'hui c'est juste un débat, c'est pas un examen. Voilà. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand on arrive à soutenir son travail, c'est que les rapports sont positifs. Voilà. On n'est pas là, peut-être, bon, il y a le trac, il y a le stress, il y a... vous voyez, bon, j'aurais aimé bien sûr entendre des réponses, bien sûr. Et j'aurais aimé que Madame Smash défende son travail comme il faut. Malish. On va écouter le reste. Je vous remercie en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Donc, je passe la parole à notre deuxième examinateur, professeur Blachir. Non, vous êtes invité. Professeur Benouis. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. Donc, à mon tour de remercier Madame Smash pour le travail présenté. Bien sûr, il a été encadré avec 2 encadreurs, donc ça a donné plus de valeur ou bien de volume au travail. Donc, le travail de Madame Smash s'inscrit dans le cadre de l'exploitation de ressources disponibles localement et qui peut être une alternative au ciment. Donc, ça peut, comme l'a souligné le professeur Sigus, diminuer l'empreinte carbone. Bon, l'utilisation du géopolymère elle est prometteuse, seulement au niveau local ou bien au niveau national, elle n'est pas du tout utilisée. Et donc, c'est un plus que le travail de Mme Smash apporte à ce niveau-là. Bon, sur le document ou bien le manuscrit de la thèse, donc le document est bien présenté, il est assez facile à lire, bien illustré, mais j'ai noté quand même qu'il était déséquilibré. La moitié du manuscrit, c'est des tas de l'art, donc plus de 50%, c'est d'études bibliographiques.
aussi, comme l'a souligné le professeur Sious, il y a quelques erreurs. Bon, je n'ai pas tout noté, je lui passe après le document. Bon, à titre d'exemple, par exemple, au niveau du résumé géopolymère, il manque un S. Avec, je ne sais pas comment le mot est écrit. Puis les notations à l'immunosilicate, il manque aussi un S. Bon, sur le tableau de figures, la figure 3.16 et 3.17, je ne sais pas si voilà, un truc qui a été introduit dans cet endroit-là. Donc il faut qu'elle corrige, mais je vais le communiquer après le document. Bon, si on regarde la méthodologie de travail, donc, elle a été construite sur deux volets. Donc un volet matériaux purs, mortier, et un volet structural qui concerne l'étude de fissuration d'un terrain. Bon, elle a exploité en quelque sorte le résultat du mortier pour confectionner un béton et le comparer par rapport à un béton traditionnel, soi-disant un béton à base de ciment Portland, pour voir un peu Bon, ce travail expérimental, bon, il est intéressant, il apporte des éclairages intéressants sur les performances du mortier et du béton géopolymère à partir de matières locales qui sont disponibles au niveau algérien. Donc, on a le métakaolin de Ber, donc ici à Galma, et puis le granulé du haut-fourneau de l'Hajjar. Donc, ça peut être une alternative, au moins diminuer l'utilisation de ciment classique. Bon, maintenant, on passe à la partie un peu des remarques, comme l'a souligné le professeur. J'ai vu la page 61 dans la composition de votre béton. Je sais pas, vous parlez d'un béton normalisé, alors que ce n'est pas un béton, plutôt un sable normalisé. Alors que ce n'est pas un sable normalisé, c'est un sable siliceux, mais pas normalisé. Je fais la page 61. Oui. Vous avez la composition d'un mortier normalisé, d'accord, mais pas le sable. Ou bien vous avez utilisé un sable normalisé, je ne sais pas moi. 61. Oui, 61, fait la confection, le mortier. Oui, c'est... Oui, vous disiez la phrase, c'est un sable. Est-ce que vous avez utilisé un sable normalisé ou bien un sable siliceux Un sable siliceux, mais les granulométriques conformément à un sable normalisé, de 0,2. C'était composé. Sable grossier, à peu près avec une granule équivalente de sable normalisé. Est-ce que la granulométrie est suffisante pour pouvoir l'appeler sable normalisé? Est-ce que la composition chimique n'intervient pas, même si c'est siliceux? C'est ça, je pense qu'on n'a pas le droit de l'appeler ça. Oui, voir la même granulométrie. Donc si je prends un sable calcaire et je fais la même granulométrie, je peux l'appeler sable normalisé? Je ne pense pas. C'est sable du tube. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on ne se base pas sur la seule granulométrie pour pouvoir donner l'appellation de sable normalisé. Non, si tu peux comprendre, donc c'est un sable siliceux. Tu as ça, c'est tout. Donc c'est pas d'accord. Autre chose qu'on a, que je n'ai pas vu sur le manuscrit, toujours la page 62, on fait une composition de mortier. Il n'y en a pas les masses volumiques, tu as les constituants, c'est important. La masse volumique, tu as sable tech, tu as les différents éléments, tu as le métakaolin, tu as le granulé de l'Hajjar. On n'a pas de... Comment vous avez combiné Est-ce que vous êtes basé juste sur les masses? Vous avez pris les masses, tu as un sable, tu as un mortier normalisé, donc c'est des demi-parts et une part de ciment et 3 parts de sable. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on va trouver le même volume que celui d'un sable, d'un mortier normalisé? Je comprends ta question aussi. Nous, on a fait mortier. Pour le mortier, la norme digère est en masse. C'est pour ça que nous, on a fait le remplacement par masse. On n'a pas fait la densité, mais pour le béton, on a fait. On a fait un remplacement volumique, mais on a fait la densité, on a fait les caractéristiques.
Oui, parce qu'on a peur, si on prend les mêmes masses, on ne va pas se trouver avec les mêmes volumes que ceux d'un mortier normalisé. Je comprends ton question. Bien sûr, pour le mortier, on peut faire, parce que dans le mortier, monsieur, la norme était en masse. On peut le remplacer par masse. Non, pas. Non. Mais par contre, pour le béton, nous, on a fait la pâte, on a une pâte. Non, la norme n'est pas en masse. La norme parle d'un mortier normalisé. Donc on sait à peu près les masses, c'est un mortier, les masses volumiques, c'est un mortier normalisé. C'est pour ça que je dis que le sable normalisé, il est bien spécifique. Non, on a changé juste la masse de ciment. Oui, oui. Est-ce que la masse volumique du ciment, elle est égale à la masse volumique de votre lion qui constitue 50% de métakaolin, 50% de granulés? Est-ce que c'est la même? Non, c'est pas la même. Est-ce que je vais trouver la même masse? Non, c'est pas la même. Mais pour le mortier, on peut faire le remplacement parce que déjà la norme était en masse. Oui. Par contre, pour le béton, on doit changer une pâte par une pâte. Donc on travaille sur le volume. C'est pour ça qu'on a besoin de faire remplacement volumique. C'est ça l'idée qu'on a travaillé. Donc je continue sur mes remarques là. Ouais. Maintenant, sur le choix, les essais de durabilité. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir tel essai de durabilité et pas d'autres? Est-ce que vous avez une orientation bien particulière pour les géopolymères, pour faire par exemple l'attaque par l'acide sulfurique, ou bien juste comme ça, c'est un choix? C'est-à-dire pourquoi vous n'avez pas choisi d'autres indicateurs de durabilité? Je ne sais pas moi. Non, on a choisi l'acide sulfurique parce que selon la disponibilité, c'est pour ça qu'on a voir sur la partie sur la bibliographie que déjà il y a des gens qui ont travaillé sur la durabilité à l'acide sulfurique. Nous, on a fait un comparaison. Est-ce que c'est vrai, on a trouvé la même chose ou non? C'est pour ça qu'on a choisi l'acide sulfurique. Est-ce que c'était... Tout à l'heure, la question du professeur Youssef, l'utilisation de votre géopolymère, c'est dans quel but? Maintenant, si vous choisissez de faire, par exemple, des immeubles, est-ce que, je sais pas, l'attaque avec l'acide sulfurique, c'était l'indicateur de durabilité principal? Peut-être pour des essais, pour des ouvrages un peu spécifiques où il y a ce risque-là, oui. Mais pour la généralité des constructions, je pense que l'attaque avec l'acide sulfurique, pour des ouvrages un peu spécifiques peut-être, mais pour le courant des constructions, que ce soit d'habitation, bien de bureau, l'attaque avec l'acide sulfurique, je ne pense pas que c'est un indicateur de durabilité principal. C'est pas grave, donc c'est un choix. Maintenant, toujours cet aspect-là, est-ce que la durée de 28 jours est suffisante? Non, ce n'était pas suffisant les 28 jours, mais on peut aller jusqu'à 56 jours, mais nous on a choisi 28 jours parce que à cause du temps, on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça qu'on a allé voir, si à 20 jours elle donne, on va avoir des bons résultats, c'est pour ça qu'on a juste arrêté à 28 jours. Sinon on peut aller jusqu'à 56 jours, mais juste nous on a arrêté à 28 jours. Donc, si j'ai bien compris, donc vous avez fait... La résistance... Oui, des compositions de mortiers différentes, et après vous avez tiré la composition en quelque sorte optimale sur le terme de résistance, sur le terme de durabilité, sur le terme à peu près qui... Parce qu'au début on a fait la résistance à 28 jours, pour titre comparatif après l'exposition d'acide, c'est pour ça qu'on a choisi 28 jours, on peut aller un peu... C'est bon, on n'a pas de résultats pour titre comparatif, c'est pour ça qu'on a choisi 28 jours. Et donc vous avez fait pas mal d'essais. Et donc et parmi ces essais-là, c'est par exemple, vous avez utilisé l'ultrason pour déterminer le module d'élasticité. Puis la page 80, et vous trouverez que le module d'élasticité était plus faible que celui des bétons ordinaires. C'est les bétons géopolymères. La page 80, donc le résultat, on donnait que des... Oui, c'est ça. Et en contrepartie, vous avez des résistances qui sont plus importantes. Et d'habitude, nous, pour le béton ordinaire, je ne parle pas, peut-être que vous avez fait pas mal d'essais, donc vous êtes mieux connaissante des bétons géopolymères. D'habitude, l'augmentation de la résistance, elle est corollaire de l'augmentation du modèle d'élasticité.
Et là, pour le géopolymère, non. Vous trouvez que le modèle d'élasticité du béton géopolymère est inférieur à celui du béton ordinaire, alors que sa résistance est importante. Ma question, est-ce que la relation qui lie ou bien qui gère le modèle d'élasticité avec la résistance, des relations qui existent dans la littérature et avec lesquelles on a, en quelque sorte, on a grandi le cycle d'ingénieur génie civil, lorsque la résistance augmente, le modèle d'élasticité augmente. Et là, pour les géopolymères, ça peut poser des questions. Oui, c'est pour ça qu'on a fait les modules d'élasticité, parce que pour les géopolymères, on peut trouver de bonnes résistances, mais avec les modules d'élasticité inférieurs, sinon c'est possible entre un matériau fragile. C'est pour ça qu'on a choisi de voir ce comportement. Donc là, pourquoi le problème là? Moi, je ne sais pas, peut-être j'ai des doutes. C'est que même les résultats concernant sur le béton, hein, je ne parle pas du mortier. Sur le béton, on n'a pas d'indicateur de répétitivité dans les essais. Maintenant, on a juste une moyenne comme ça. Ou l'indicatif, ou bien la variance. On ne sait pas est-ce que c'est vrai le résultat ou bien c'est dû à une dispersion. Parce que les mortiers, oui, on a toujours la barre avec la variation qu'il y a, mais les essais qui ont été faits en France, je pense. Vous avez vu combien d'essais pour chaque 3 éprouvettes pour chaque essai? On a fait 3 éprouvettes, après on a divisé, on a fait partie ici, on a Constantine en qualité. Non, je parle pas du résultat. Le résultat, c'est la moyenne, tu as 3 éprouvettes. Tu as déjà 3 éprouvettes. Bien non? Non. Une seule éprouvette? Oui, une seule éprouvette, parce qu'on n'a pas les moyens pour prendre 3 éprouvettes en France. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être un peu prudent quant à l'exploitation des résultats. Les moyens, je sais, mais ça. Tu connais le problème. On ne peut pas prendre 3 éprouvettes pour chaque formulation. Des tirants 7, 28 sont difficiles. Oui, parce que même à l'aéroport et tout, c'est pas facile. Donc il faut faire attention, parce que si on fait un seul essai, on ne peut pas faire des conclusions générales sur un seul résultat. Parce que le problème il se répète. C'est la page 86, lorsque vous avez fait la dégradation par l'acide sulfurique, vous avez trouvé que les dégradations, ou bien les pertes de masse, le béton géopolymère, sont supérieures à celles du béton ordinaire. Et en même temps, vous avez des résistances qui sont supérieures. Parce qu'au début, la résistance était supérieure. Donc la diminution, parce qu'au début, déjà, quand la résistance est bien. La résistance est supérieure. C'est pour ça qu'elle est supérieure. Même il y a une dégradation, mais il n'y a pas de résistance supérieure. Autre chose, vous avez... À 0%, c'est-à-dire non exposé à l'acide, on a 37%. Quand on a exposé à l'acide, on a allé à 22%. C'est pour ça qu'elle reste supérieure. Par contre, pour le mortier ordinaire, on a 28%. C'est pour ça que tu vois le décalage. Déjà, au début, il y a un décalage presque de 10 mégapascales. Autre chose, vous avez trouvé une grande perte d'alcalinité, appelée l'immersion de l'acide. À votre avis, les implications de cette perte-là, ou bien, qu'est-ce que vous proposez pour minimiser ces grandes pertes? Je dirais les choses. Je n'ai pas une solution, mais j'ai une explication pour prendre une grande perte pour le mortier géopolymère et par contre le mortier ordinaire. J'ai une explication, mais pas une solution. Il fallait mettre les solutions dans une perspective. J'ai juste une explication. Parce que tout simplement, le ciment portland a fait une couche protecteur à cause de calcium, ce qui remonte un peu la perte d'alcalinité. En plus, le mortier géopolymère, il est déjà d'alcaline. On a déjà un pourcentage de 25% de solution alcaline. C'est pour ça qu'on a un peu de perte. Tout à l'heure, il y avait des questions, bien des remarques sur le problème de fissuration, le problème de contrainte. Moi, je veux comprendre comment il est fait l'essai, comment vous avez déterminé les contraintes au niveau de l'acier et au niveau du béton. Parce que là, au niveau du manuscrit ou bien au niveau de l'exposé, on n'a aucune image
aux photos qui montrent l'essai du terrain, comment il est fait, quels sont les jauges, où ils sont posés où. D'accord. Je l'explique ici. J'explique. Agrandir, peut-être. Il faut agrandir, surtout les photos du milieu, là, oui. D'accord. Est-ce que vous tirez sur la base? Est-ce que c'est le béton il est fixe? Est-ce que... Zoom. Mais la photo que belle. Mais je la vois alors. Après, c'est bon? Là. On a fait des épreuves normales, 7728. Ah oui, c'est ça. Avec des barres centrées. Après, on a fait les mouchetés. Les mouchetés, il y a la photo à droite, sur la surface des chanteurs de crevettes. On a mettre la barre d'acier dans les bornes de l'appareil. On a créé une déformation. Imposé, on a fait sinon qu'on choisit la déformation. Oui, justement là, parce qu'il n'est pas indiqué de vitesse de déformation. C'est la vitesse de déformation. C'est pas noté dans le documentaire. 1 millimètre. Ouais. Après, on a tiré le béton. On a fait l'essai de traction normale. Avec des caméras, bien sûr. Haute isolation. Et les jauges, ils sont placés où? On n'a pas de jauge. Je t'explique, on a fait des mouches. La photo. D'abord, on a fait corrélation d'image numérique. D'accord. Pour le béton que pour l'acier? Pour l'échantillon. Pour les couvertes. Et la contrainte de l'acier, comment? En fonction de la déformation? La charge est divisée à la section de l'acier. La contrainte de l'acier. On applique la charge. Ouais. Après, on a divisé à la section de l'acier. C'est ça la contrainte de l'acier qu'on a travaillé. C'est une simplification. Après, on a prendre des vidéos, des images. Pour les calculs de les ouvertures, on a réussi à la matcher. Non, c'est bon. C'est bon. Parce que cette photo-là n'existe pas dans le documentaire, c'est le manuscrit. La photo avec la presse et la caméra. Donc ça revient à la question, même tout à l'heure le professeur Souf l'a posé, pourquoi ce choix d'essai? Si on veut utiliser une structure, pourquoi par exemple pas un essai classique d'une flexion armée avec, je ne sais pas, 2 barres en bas, 3 barres ou 2 barres en haut, en compression, avec... Pourquoi ce choix exactement? On a fait ce choix tout simplement pour m'intéresser de l'ouverture de fissure. Je peux avoir une ouverture de fissure aussi pour la flexion. L'ouverture, on ne peut pas calculer exactement, c'est pour ça qu'on allait vers l'image de corrélation numérique. C'est pourquoi on a choisi ça, c'est un peu exact par rapport aux essais traditionnels avec des jauges. Non, le choix, il est judicieux, à mon avis. Hein. Donc, mais l'explication, le problème qu'il faut se poser, c'est le problème d'adhérence entre ce béton, soi-disant nouveau, et la barre d'acier. Est-ce qu'on va avoir la même adhérence entre les deux pour la transmission des efforts? C'est ça que ça revient donc à ma dernière question, mes remarques. Quand vous parlez d'augmentation de 36% de la surface d'armature, je pense qu'il serait plus juste de parler d'augmentation de la surface de contact entre l'acier et le béton. Parce que la surface de contact n'est pas 36%. Je l'ai calculé, elle est que de 17%. 36%, c'est l'augmentation de la section totale TEC. Entre les phi 14 et les HA14 et les HA12. Et la surface de contact, c'est celle qui fait le contact entre le béton et l'acier. Donc, on a dit 36%, on a fait l'augmentation de la section. Le pourcentage de la section. Pas de la surface de contact. Donc, alors le problème d'adhérence, il faut se poser ma question. Est-ce que si j'ai utilisé, par exemple, une section équivalente à celle du HA14 avec des HA8, est-ce que j'ai la même section? Je vais calculer la même section qui va me donner, par exemple, la section de HA14 avec des barres qui sont plus petites. Est-ce que je vais avoir la même fissuration?
Donc il serait plus judicieux de parler de surface de contact que de parler de section d'armature. Oui, mais ça change. Je ne vais pas avoir une augmentation de 16%. Parce que là, il y a le D carré en haut, la section, c'est PD carré sur 4, là, c'est PD. Donc je vais avoir une augmentation de surface que de 17%, monsieur 36%. Ensemble, la conclusion, c'est que le comportement tel le béton de Gavanilla, donc il est plus proche que les résultats en termes il est plus proche pour le diamètre 14 pour le diamètre. C'est-à-dire si j'utilise un diamètre 14, je me rappelle que c'est un béton classique, ordinaire. Alors que si j'utilise des armatures les petites... Je viens avec des espacements un peu petits. Tu vois qu'on n'a pas trouvé le même espacement. Ouais. Si on augmente la longueur de la crevette, on a trouvé des multifissurations. Bon, je pense que je suis arrivé à la fin de mes remarques. Je remercie encore Mme Soumache. Donc, il n'y a pas mal de résultats. Donc, il faut essayer de les exploiter mieux, je pense. Et essayer d'apporter des questions, ou des réponses plutôt aux questions qui sont restées posées, au moins dans votre futur travail. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur Benouis, pour votre intervention et vos questions très pertinentes. Bon, en tant que président, mais aussi examinateur, j'aurais aimé poser encore quelques questions, mais juste de compréhension, parce que... mais peut-être je vais laisser d'abord la parole aux deux encadreurs. Donc à ma droite, professeur Boutelja et professeur Sofiane Amziane. Donc on va donner la parole à Sofiane. On va commencer par l'invité. Ok, on commence par Sofiane. Si vous voulez intervenir dans ce débat. Sofiane, je ne sais pas si... Si, tu vas m'entendre. C'est bon. Je vais enlever le micro WhatsApp. C'est bon. J'ai enlevé. Bien, merci Monsieur le Président, merci Messieurs les rapporteurs pour vos remarques, votre travail. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. D'accord. Également, on m'entend bien. Merci Youssef. Donc, je vous remercie vraiment. Vos remarques sont tout à fait pertinentes et je les partage. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Fatah Boutelja, mon collègue de Galma, dans l'encadrement d'une thèse qui a demandé beaucoup de courage de la part de la candidate Souhaïla Semache. Vous connaissez très très bien le contexte du déroulement de sa thèse. Il a été, on va dire, par épisode. Il y a... Oui, voilà. Donc, par épisode, et donc il a nécessité... Faites, je pense qu'il faut couper le micro de la discussion sur WhatsApp. Et voilà, là ça marche bien. Donc effectivement, un contexte de déroulement de thèse un petit peu par épisode qui n'était pas continu, avec quelques séjours en France qui ont fait beaucoup de bien à Madame Semache. Elle a dû faire 2 ou 3 séjours pendant lesquels effectivement elle a fait quelques expérimentations, notamment sur les tirants en béton géopolymère fabriqués en Algérie. Donc effectivement, tous les échantillons ont été fabriqués en géopolymère en Algérie, à Galma, et puis les mortiers ont été formulés, fabriqués et testés entièrement à Galma. Voilà, donc c'est la partie mécanique du béton géopolymère qui a été fait en France. C'est un sujet important.
C'est un sujet intéressant. Pour répondre vraiment très rapidement, peut-être que la candidate n'avait pas tous les éléments économiques et les éléments. Il faut savoir que Al-Hajjar produit à peu près 1 million de tonnes d'acier par an. La nouvelle mine de Rajvilet, ça va être 4 millions de tonnes par an, donc c'est beaucoup plus grand. Donc ça va être 4 fois la production de Al-Hajjar, mais Al-Hajjar déjà c'est 1 million de tonnes. Et sur ce million de tonnes, vous avez à peu près 100 000 tonnes de filières de laitier de haut fourneau. Donc 1 million de tonnes, il faut diviser par 10 pour savoir combien il y a de laitier de haut fourneau. Et donc le potentiel véritablement de production de liants géopolymères en Algérie aujourd'hui, il est à peu près de 200 000 tonnes. À comparer aux 40 millions de tonnes de ciment. C'est-à-dire, inutile de vous dire, c'est un tout petit peu de géopolymère à côté des 40 millions de tonnes de ciment qui sortent actuellement d'Algérie. Donc la quantité est très faible. Deuxièmement, pour répondre au côté environnemental, le ciment, le béton armé, on va dire le béton, c'est à peu près 300 kg de CO2. Le ciment, c'est 800 kg de CO2 par tonne de ciment. Mais le béton, parce qu'il y a le sable, le gravier, etc., il n'y a pas de CO2, c'est à peu près 300 kg de CO2 par tonne de béton. Pas par mètre cube, hein, par tonne de béton. Le géopolymère, le béton géopolymère, c'est à peu près 150 kg de CO2. Parce que, il ne faut pas croire que c'est zéro carbone, hein. Parce que le laitier de haut fourneau, il faut le chauffer aussi, il y a de l'énergie. Le bêta-kaolin, il faut le chauffer à 670 degrés, comme l'a dit la candidate Sohaïla. Voilà. Donc, tout ça pour démystifier, il ne faut pas croire que le géopolymère, c'est zéro carbone, c'est 150 kg par tonne, 150 kg de CO2 par tonne de géopolymère. C'est plus intéressant que le béton portland. Et effectivement, il fait moins de retrait, moins de fluage. Donc, quand on part sur les programmes, la durabilité, d'ailleurs, le professeur l'a dit, hein, pourquoi vous la taxe sulfatique ou la taxe à l'acide sulfurique, bon, ça fait partie, mais c'est vrai que ce n'est pas le numéro 1 en termes de durabilité. Mais normalement, le géopolymère, c'est moins de fluage, moins de retrait. Et puis, il résiste mieux au sel de déverglaçage, aux ions chlorure. Donc, pour les travaux de bord de mer, ça peut présenter un vrai intérêt. Il est moins perméable, il y a moins de carbonatation. Et s'il y a moins de carbonatation, le pH, il descend moins vite. Parce que dans le béton armé, le problème, c'est que la carbonatation, comment dirais-je, ça enlève le pH au béton d'enrobage, et ensuite, il y a la corrosion des aciers. C'est un des problèmes du béton normal, c'est à cause de la carbonatation de la chaux qui est dans le béton. Bref, voilà. Donc tout ça pour dire, il ne faut pas croire que demain, même si on a Rajvilet avec beaucoup de laitier au fourneau, allez, peut-être qu'on va arriver à 1 million de tonnes de liants géopolymères dans le pays. Hein. À côté du ciment, le ciment, on ne va pas le remplacer comme ça avec un coup de béton magique, de baguette magique. Actuellement en France, c'est à la mode, on a une entreprise qui s'appelle Ecocène, qui prend le laitier de haut fourneau de l'acier Guérurgie du nord de la France, justement pour faire un petit peu du géopolymère. On a un cimentier qui est en Vendée, qui commence à produire et à vendre des liants géopolymères. Ça coûte beaucoup plus cher, c'est pas le prix du ciment. Le ciment, c'est 200 € la tonne. En Algérie, c'est 100 € parce que l'énergie est moins chère. Mais le liant géopolymère, tout de suite, c'est 300-400 € la tonne. Mais il est décarboné. Bon, donc tout de suite, économiquement, en Algérie, ça ne va pas marcher. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Mais d'un point de vue recherche, c'est intéressant parce qu'il peut y avoir des applications, des ions chlorure, des ciments bas carbone, où ça peut être intéressant. Voilà. Moi, je rejoins complètement les deux rapporteurs sur les questions qui sont posées. Cette histoire de multifissuration, on a trouvé que c'est vrai que la matrice géopolymère, comme elle est un peu plus résistante
elle a un comportement qui est un peu différent que le béton ordinaire. Ça peut faire de la multifissuration et c'est ce qu'on a trouvé. Alors après la question, est-ce que la multifissuration elle est plus intéressante que la fissuration unique? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une grande fissure ou plusieurs petites fissures? Moi, de mon point de vue, il vaut mieux avoir plusieurs petites fissures qu'une seule grande fissure. Parce qu'une seule grande fissure, il y a tout qui va rentrer au travers de cette grande fissure. Et je dirais que ça, comment dirais-je, ça amplifie les contraintes à l'endroit où il y a la grosse fissure. Alors quand il y a la distribution des fissures, eh ben, ça redistribue les contraintes de manière un peu plus importante. Voilà. Donc, mais à matrice, donc la matrice géopolymère, je pense qu'elle est un peu plus intéressante de ce point de vue. Après, effectivement, Youssef, vous avez raison. Eh ben, on fait de la multifissuration, on augmente le diamètre des armatures de barre. Mais ici, ce qu'elle a montré, c'est que avec la matrice géopolymère, on a plus de fissures qu'avec une matrice béton. Donc, il y a moins de localisation et il y a plus de distribution. Bon, voilà, c'est ce qu'on a observé. Il aurait fallu aller un peu plus loin dans la façon d'expliquer le pourquoi, plus l'observation. Voilà. Moi, je considère que la candidate, elle a été courageuse, elle a essayé de, comment dirais-je, de nous produire aujourd'hui un ensemble, on va dire, à peu près cohérent, en partant de, comment dirais-je, de la formulation d'un mortier à arriver à un béton et avoir une première application, puisque finalement la flexion, c'est un tirant en partie inférieure et puis une zone comprimée. Bon, donc on aurait pu faire aussi des essais de flexion, mais le tirant, il permettait de se focaliser vraiment sur le problème de la fissuration. Et pour répondre au professeur, pardon, j'ai oublié le nom et j'ai pas envie d'écorcher votre nom, on tire en fait sur la barre d'acier pour observer, et c'est la corrélation d'image qui nous permet d'éviter l'utilisation de plein de jauges de déformation et d'avoir une observation sur l'ensemble de la surface du béton. Et donc effectivement, on tire sur la barre d'acier, il y a des efforts qui sont transmis à la matrice géopolymère et on observe la multifissuration. Voilà, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec mon collègue Patrick Boutenjara, avec Souhaïla Simash, qui a été courageuse. À plusieurs reprises, je me suis dit, mais on ne va jamais arriver au bout de cette soutenance. Et puis finalement, elle s'est bien accrochée, je la remercie pour ça. La présentation orale était, on va dire, correcte, cohérente, avec des mots qui ont été, bien entendu, pointés par nos deux rapporteurs, que je remercie. Et puis, merci Monsieur le Président, je vous redonne la parole. Je n'ai pas de questions à poser à Souhaïla, on a beaucoup discuté ensemble. Donc, c'est peut-être pas très utile aujourd'hui de chercher à la mettre en difficulté. Merci beaucoup, professeur Hamzian. Vous avez le temps ? Non. Ah oui, c'est bon. Merci beaucoup, professeur Hamzian. Vous m'entendez? C'est avec un grand plaisir qu'on a écouté votre intervention. Et la parole est donnée à votre collègue, disons, encadreur, professeur Boutenjara. On est pressé. Tu peux remettre ta discussion WhatsApp, comme ça on va bien entendre. D'accord. C'était une très bonne idée, la discussion WhatsApp. Comme ça, ça permettait de vraiment d'entendre. Ouais. C'est bon? Vous m'entendez? D'accord. Yes. C'est bon. Alors, je remercie d'abord mes collègues qui ont examiné ce travail.
professeur Belouis et professeur Nafin, ainsi que notre examinateur externe, c'est Youssef. Et donc c'est la première fois, j'espère que ce sera pas la dernière fois. Voilà. Donc je remercie par la suite Sofiane. Sofiane, donc le travail qu'on a fait ensemble, qui était très fructueux, donc de travailler sur les matériaux. Et là, on a travaillé sur les géopolymères. C'était pas facile au départ, hein, parce que c'est des matériaux un peu complexes, surtout avec l'expérimental. Donc c'est pas facile. Donc on a trouvé une candidate qui est courageuse, comme il a dit Sofiane, qui a pu donc travailler sur ce sujet qui est très très compliqué à faire, surtout sur le côté expérimental. Et aussi je salue l'équipe de Sofiane, hein, donc à l'occasion Evelyne qui a aussi donné bien sûr un coup pour ce travail. Donc surtout la partie voilà. Et aussi je remercie monsieur professeur Mouloud Blachia qui est invité avec nous, aussi qui est pour son aide, pour la thèse, qui a donné un coup aussi pour cette bêche dans plusieurs occasions. Voilà. Et donc, pour les remarques qui ont fait les examinateurs, donc c'était très, on va dire, très pertinente, surtout ce qui concerne tout ce qui est partie, on va dire, application des géopolymères. Parce que les applications des géopolymères, on sait qu'on peut faire pour le renforcement des structures. Donc le renforcement des structures, c'est parce qu'on aura des résistances très élevées, donc on pourra faire des renforcements des anciennes structures ou des renforcements de structures. Aussi, on peut faire pour la restauration des bâtiments historiques, et ça marche très bien parce qu'ils ont une grande durabilité, et aussi sur l'aspect, on va dire, esthétique, qui passe très bien avec les bâtiments historiques, en termes de couleur, etc. Donc le géopolymère, il a une couleur un peu marron, et donc on pourra avoir des trucs très intéressants. Et aussi pour tout ce qui est durabilité, hein, tout ce qui est acide sulfurique, on peut parler un petit peu de matériaux qu'on peut utiliser pour les aires de stockage. Par exemple des déchets, tout ce qui est déchets radioactifs, etc. Donc ça peut être aussi intéressant de ce côté-là. Pour la diffusivité aussi, on sait que les géopolymères, ils ont une diffusivité de la chaleur à l'intérieur de la matrice, on va dire, géopolymère, qui est intéressante. Et ça peut être utilisé pour, par exemple, pour construire des pieux pour récupérer, par exemple, la chaleur au niveau du sol. C'est l'application, c'est ce qu'on appelle la géothermie, qui peut être aussi intéressante dans le sens absorber ou stocker, on va dire, l'énergie ou la chaleur, simplement. Voilà. Pour les difficultés pour construire avec les géopolymères, on a une grosse difficulté, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre est très difficile. Ça, c'est un point faible, c'est le point faible, on va dire, des géopolymères. Et avec les avancées là actuellement, et surtout en Inde, parce qu'ils utilisent beaucoup en fait les géopolymères pour les routes, etc. Hein. Actuellement, ils utilisent même pour les routes, qui arrivent à développer des méthodes de mise en œuvre adaptées justement, aux géopolymères. Voilà. Et pour nos résultats, par exemple, là, on ne peut pas sortir des conclusions, on a des conclusions plutôt globales. Et là, ça reste insuffisant. Hein. Donc il faut travailler un peu plus, surtout sur la partie tirant, qui nécessite un petit peu d'approfondir les essais ou les études pour comprendre un peu mieux leur comportement. Voilà. Donc là, c'est globalement ce que je voulais dire à propos des géopolymères. Voilà, je vous remercie tous et j'espère vous retrouver une deuxième fois, d'autres fois, dans d'autres soutenances, Inch'Allah. Voilà. Merci, Sophie. Merci, professeur Boutelja. Donc, je passe la parole à notre invité, professeur Belachi, si vous avez quelque chose à ajouter.
Merci, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, bien sûr, je suis content d'être parmi vous dans cette audience. Peut-être mon invitation, peut-être un petit historique, c'est que ça remonte à 5 ans ou 6 ans donc, au début de ce travail. Au départ, le travail était normalement devait se faire entre le trio, donc Boutelja, Sinzienne et moi-même, sauf que apparemment les textes réglementaires ne permettent pas donc d'avoir deux co-encadreurs. Et à ce moment-là, donc j'ai préféré donc en quelque sorte donc se mettre à l'écart. Néanmoins, j'ai laissé toutes mes dispositions à la candidate donc pour l'aider dans ces démarches, que ce soit administratives ou parfois scientifiques, à travers donc nos contacts permanents, que ce soit par téléphone ou bien en présentiel. Donc je remercie donc le jury donc, de cette thèse. Donc je souhaite donc bonne continuation à la candidate et merci de votre invitation. Bon, sur ce, on va se retirer pour délibérer. Donc, on va continuer sur WhatsApp, mais dans l'arrière-boutique. Voilà. Donc, je vais couper ici et on va se retirer. Merci. Merci. C'est bon, je fais Bon. Professeur, je vais vous parler en arabe. بعد المناقشة العالمية بعد المناقشة العلنية والمداولات السرية تقترح اللجنة على السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منح المترشحة سماش سهيلة شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية بتقدير مشرف جدا.